Relisons ensemble le texte de Marx tiré de la critique de l'économie politique, publié en 1859. Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté. Ces rapports de production correspondent à un degré donné du développement de leur force productive matérielle. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées de la conscience sociale, politique et intellectuelle. Alors, que nous dit Marx dans ce début d'extrait de la critique de l'économie politique? Marx affirme que la société, ce que Rousseau appelait la société, peut être comprise sous la forme d'une structure économique. Qu'est-ce qu'il appelle la structure économique? La structure économique, Matisse, la structure économique, c'est la place, je ne vous lâcherai pas, c'est la place que chacun d'entre nous occupe dans ce qu'il appelle les rapports de production. Les rapports de production. Et là aussi, je vais expliciter. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport de production? C'est la répartition de la propriété au sein de la société. La propriété des moyens de production est-elle entre les mains des travailleurs, de ceux qui utilisent ces moyens de production pour produire, ou ne l'est-elle pas? Cette question va déterminer ce que Marx appelle la lutte des classes. Le mouvement de l'histoire, pour Marx, c'est le mouvement par lequel les travailleurs vont prendre possession de leurs outils de production. Autrement dit, c'est, pour le dire grossièrement, c'est le mouvement par lequel l'ouvrier va devenir propriétaire de son usine. Voire par lequel il va abolir la propriété. Alors, pour Marx, donc, ce qui va déterminer tous les autres phénomènes sociaux, parce que ce ne sont que des phénomènes superficiels, que Marx désigne sous le nom de superstructure, ça retenait ce mot, c'est l'économique. Ce sont les rapports de production. Autrement dit, chaque type d'organisation économique va sécréter, on pourrait dire, va produire une organisation symbolique, juridique, politique, culturelle, qui est d'une certaine manière, en tout cas on peut l'interpréter ainsi, qui est d'une certaine manière la conscience réfléchie de cette structure.
On pourrait donc dire, par exemple, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 va être la forme réfléchie que va prendre la structure économique de la France, la structure socio-économique de la France, à ce moment précis de l'histoire. C'est donc la structure économique qui détermine la conscience, et non l'inverse. Ou plutôt, ce n'est pas la structure économique, ce n'est pas la superstructure économique qui détermine la structure, c'est l'inverse, et ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence sociale, c'est l'inverse. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. À un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore, forme de développement des forces productives, ces conditions se changent en lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale. Le changement dans les fondations économiques s'accompagne d'un bouleversement plus ou moins rapide dans tout cet énorme édifice. Alors, que nous dit Marx ici? Marx nous dit qu'à un moment donné de tout développement économique, il y a un décalage entre les rapports de force de production et les rapports de force politiques. Autrement dit, il va y avoir un décalage qui entre la structure économique et la structure politique. Ça va ou je parle chinois? Okay. Autrement dit, pour donner une illustration, il va y avoir un décalage entre la forme politique de l'ancien régime en France avant 1789, qui favorise une économie fondée sur la propriété terrienne et l'agriculture, qui est la forme d'économie la plus vieille au monde. Elle a 40 000 ans, cette forme d'économie. Et une nouvelle forme d'économie qui va se développer, qui est la société industrielle, qui est la structure économique industrielle, fondée sur l'exploitation du charbon et de la métallurgie. Et l'ancien régime qui favorise en fait une caste de propriétaires terriens au détriment d'industriels, entreprenants, l'ancien régime doit mourir pour faire advenir pleinement la nouvelle structure économique de la révolution industrielle. Et elle le fera bien tard. Elle le fera bien tard. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Une des raisons pour lesquelles Marx va dire que la révolution industrielle est arrivée plus vite en Angleterre, même c'est le premier pays du monde dans lequel c'est arrivé, c'est que le droit anglo-saxon, et le droit britannique tout particulièrement, est très défavorable à la propriété terrienne. Autrement dit, les gens sont, les terres sont très peu stables. Il y a des difficultés à transmettre son patrimoine terrien. En revanche, le droit anglo-saxon favorise la transmission du capital de l'entreprise. Et donc vous pouvez fonder des dynasties industrielles, mais vous ne pouvez plus avoir des dynasties agricoles comme en France. Et en particulier, vis-à-vis du clergé, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, pour synthétiser,
une révolution politique advient lorsque le rapport entre la structure économique d'un pays, d'une société, et sa structure politique connaissent un trop grand décalage. Je ne sais pas comment j'ai commencé ma phrase. Lorsque le décalage entre, je sais pas, est trop grand. Donc qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une révolution est à prendre au sens astronomique du terme. Une révolution recale, en fait, la structure politique d'une société sur sa structure économique. Que s'est-il passé en 1789? Et très clairement, c'est ce qui va s'exprimer dans la Constitution de 1792, juste avant 93. Et ça va être confirmé par le Directoire, ça va être confirmé par le Consulat, ça va évidemment être confirmé par le Code civil. La Révolution française de 1789 n'est pas, plutôt de 1792, n'est pas une révolution populaire, c'est une révolution bourgeoise. C'est une révolution bourgeoise. Ce ne sont pas les prolétaires qui font la révolution et qui dirigent la révolution. Ce sont les intérêts de la bourgeoisie d'affaires. Cette bourgeoisie proto-industrielle qui ne demande qu'à rattraper son retard par rapport à l'Angleterre. Globalement, quand on regarde la sociologie des révolutionnaires marxistes à travers le monde, on remarquera que tous les leaders sont issus de la bourgeoisie, pas forcément d'affaires, mais de la bourgeoisie intellectuelle. Lénine, Marx est un bourgeois, Lénine c'est un bourgeois, Trotsky c'est un bourgeois, Staline c'est pas vraiment un bourgeois, c'est lequel si vous voulez, il avait la peau trop dure pour tous les autres, donc c'est pour ça qu'il les a bouffés. Mao c'est un bourgeois, les Khmers rouges sont issus de la classe intellectuelle de la bourgeoisie cambodgienne. Ho Chi Minh, c'est un bourgeois, etc., etc. Donc la bourgeoisie, c'est la classe révolutionnaire par excellence, hélas, pour Marx. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les révolutionnaires peuvent avoir une conscience d'eux-mêmes qui est celle de héros du peuple, si vous voulez. En réalité, leur conscience est déterminée par ce qu'ils sont économiquement, c'est-à-dire des bourgeois. Est-ce que vous avez bien compris ça? Autrement dit, je peux avoir une conscience de moi-même comme un héros de la Révolution, et ben ça n'empêchera pas que je suis véritablement ce que l'économique a fait de moi, ce que la structure économique a fait de moi. Alors, c'est là que le texte devient vraiment problématique et intéressant. Je poursuis la lecture du texte. Quand on considère ces bouleversements, il faut toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a le bouleversement matériel des conditions de production économique. On doit le constater dans l'esprit de rigueur des sciences naturelles. Donc, autrement dit, il y a toute une part de l'histoire qui est intégralement déterminée par le développement économique. Et pour faire de l'histoire, il faut faire des statistiques. Il faut faire de la démographie, il faut faire de l'économie. Il faut mathématiser l'histoire, avec la rigueur qu'ont les sciences naturelles. Est-ce que l'histoire est une science? Petite
Petit teaser pour le cours suivant. Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref, les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le poussent jusqu'au bout. On ne juge pas un individu sur l'idée qu'il a de lui-même, on ne juge pas une époque de révolution d'après la conscience qu'elle a d'elle-même. Cette conscience s'expliquera plutôt par les contrariétés de la vie matérielle, par le conflit qui oppose les forces productives sociales et les rapports de production. Alors que nous dit Marx? Marx nous dit que à côté du déterminisme économique qui est le véritable moteur de l'histoire, il y a ce qu'il appelle la superstructure, c'est-à-dire les formes idéologiques de la vie, la culture, l'art, la religion, le sport, etc., etc. Et Marx va dire que il y a aussi quelque chose de très important qui se joue au niveau de la superstructure, c'est que c'est dans la superstructure, dans la culture, pour le dire très vite, que euh, les classes sociales prennent conscience de leur place dans les rapports de production. Okay. Et ça, c'est fondamental à comprendre. Autrement dit, la raison pour laquelle le prolétariat est opprimé par la bourgeoisie capitalistique, elle est double. C'est d'une part, pour une raison objective. Dans le dispositif économique, le prolétariat est spolié par la classe des capitalistes. Le capitaliste, il fait construire son usine, okay, et il fait bosser des ouvriers. Et il produit rien en fait. Il n'a fait qu'emprunter. Il n'a fait que utiliser le capital dont il dispose pour faire produire, mais lui ne produira jamais rien. C'est un parasite. En revanche, il y a aussi une raison qui est subjective à l'oppression du prolétariat par la classe capitalistique. Et cette raison, elle est aussi déterminante. C'est que le prolétariat n'a pas conscience d'être opprimé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de conscience, il n'a pas encore de conscience de classe. Et pourquoi n'a-t-il pas de conscience de classe? Parce qu'il n'a pas de culture qui lui est propre. La culture est dominée par la bourgeoisie. En particulier par une littérature qui met le patron dans le rôle du saint patron, justement, de celui qui va venir en aide à ses travailleurs par générosité. Et les ouvriers, c'est une masse de gueux analphabètes qui reçoivent tout de Dieu le patron. Pour mettre un terme à cette oppression subjective, ce que Marx suggère, c'est qu'il y a aussi un combat culturel à mener. C'est-à-dire que le prolétariat ne prendra conscience de sa place dans la société et de sa force réelle que dans un combat culturel, c'est-à-dire en développant son propre art, ses propres œuvres cinématographiques, musicales, ses propres journaux, en investissant le milieu scolaire. Hein. Si vous voulez, c'est pas un hasard si 70% des profs votent à gauche, c'est un héritage qui remonte à très loin, qui remonte aux années 20-30. Je plaisante pas. Hein. Il y a un déterminisme sociologique qui est, enfin, si vous voulez, qu'on peut observer de longue date. C'était vrai jusqu'il y a 4 ans du coup. L'autre dimension, ça va être le combat culturel et l'enrôlement de la classe intellectuelle
de manière massive derrière le Parti communiste au XXe siècle. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'est 50-50, on va dire. Il y a la moitié d'intellectuels de droite et la moitié d'intellectuels de gauche dans à peu près tous les pays occidentaux du monde. Après 1945, c'est-à-dire, je le répète pour ceux qui ne le savent pas, après la victoire de l'URSS contre le Troisième Reich, parce que c'est l'URSS qui a vaincu, qui a détruit l'armée allemande, je crois que sur 10 soldats allemands tués, il y en a 8 qui ont été tués par l'armée rouge, 2 qui ont été tués par ce qu'on appelle les forces alliées d'Occident, c'est-à-dire Royaume-Uni et États-Unis. Les Français ont regardé ça d'un peu loin, mais bon. Oui. Ouais, bah ça, enfin, si vous voulez, Staline, ça le chatouille un petit peu, mais enfin, il faut bien comprendre l'aura qu'a le Parti communiste après 1945. On interroge n'importe quel gamin dans la rue aujourd'hui, c'est les Américains qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Ils l'ont gagné sur le terrain pacifique, si vous voulez. Et encore, les Russes et les Chinois auraient réglé très vite la question japonaise, à mon avis, si les Américains n'avaient pas lâché la bombe. Mais très clairement, c'est les Russes enfin, c'est les Soviétiques ce sont les Soviétiques qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. En ce qui nous concerne, sur le front européen. Donc vous imaginez, Staline est le sauveur de l'Europe à ce moment-là. On est très loin, si vous voulez, de l'archipel du Goulag, on est très loin des procès de Moscou, on est très très loin du souvenir de toutes les saloperies qu'il a pu faire par ailleurs. Et donc, la classe intellectuelle, la classe artistique, Boucher, Picasso, tout ça, ils vont Aragon, Sartre, toute la classe intellectuelle, Althusser, va converger comme un seul homme vers ce monde-là. Alors, pour le coup, lui, il a vraiment payé pour le savoir. C'est Antonio Gramsci, Gramsci, qui, comme son nom l'indique, est italien, qui va théoriser le concept d'hégémonie culturelle et de guerre culturelle. Et il va dire que, effectivement, on peut attendre aussi longtemps qu'on veut que les ouvriers prennent conscience de leur pouvoir de classe. Il va falloir à un moment que la classe intellectuelle les guide d'une certaine manière, c'est-à-dire investissent les écoles, investissent les rédactions, investissent les plateaux de cinéma, etc. etc. Et vous allez avoir, enfin, c'est délirant quand on y pense, mais le cinéma italien, vous avez, je sais pas, mais 3 réalisateurs sur 4 qui appartiennent au Parti communiste. En France, c'est un peu moins le cas. On a Jean Renoir, qui est notre peut-être le plus grand réalisateur français de tous les temps, qui est clairement un compagnon de route du Parti communiste. Mais il n'y a pas eu cette pénétration-là. La plupart des réalisateurs communistes bossaient pour l'ORTF, bizarrement, c'est-à-dire la télé de De Gaulle. Mais c'est ce que va annoncer Marx, d'une certaine manière, c'est que le combat sera culturel. Autre exemple qui est très frappant, il y a eu une série Netflix sur la naissance du football et du football professionnel en Angleterre. Je crois que ça s'appelle The Game. Euh, Vous devriez regarder ça, c'est vraiment intéressant. Le sport, de manière générale, c'est quelque chose d'aristocratique. En fait, c'est quelque chose qui est inventé par les Anglais pour préparer, c'est une sorte de coaching pour préparer les jeunes aristocrates à coopérer militairement et à apprendre à obéir à des ordres de manière ludique. Le rugby va être inventé comme ça, le foot va être inventé comme ça, etc. etc. Donc en gros, le sport, c'est le symbole même de la distinction de classe sociale. Le prolo, il est trop crevé pour aller courir comme un débile derrière un ballon de foot. Il n'a pas le temps, parce qu'il bosse 13 ou 14 heures par jour. Et surtout, il n'a pas de terrain, il n'a pas d'équipement, il n'a rien. Et à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, vont naître les premiers clubs professionnels.
où en gros, des petits patrons d'usine vont payer des ouvriers pour ne pas bosser et jouer au foot. Ok. Et ça va donner les premiers clubs ouvriers d'Europe. Il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Il y avait le Red Star, qui était le premier club parisien. Le Red Star, à votre avis, ça veut dire quoi? Oui, donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein, l'étoile rouge. Ok. C'était le club de Boulogne. Euh, Bastion ouvrier, s'il en est. Bah, c'est marrant, enfin, si vous voulez, c'est un petit peu ce qui va se passer au niveau de la race avec la NBA dans les années 60-70, quand on va voir le basketball est un sport de blanc jusqu'aux années 70. Ça va devenir un sport, si vous voulez, où les Afro-Américains vont prendre conscience de leur classe et de leur place dans la société américaine par le biais du sport. Il y a aussi la question des quarterbacks en football américain. Il y avait 99% des quarterbacks qui sont en fait les numéros 10, l'équivalent des numéros 10 dans une équipe de football américain, qui étaient blancs il y a 20 ans. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc en fait, ce que dit Marx, c'est que certes, il y a un déterminisme économique qui est extrêmement fort, mais ce déterminisme économique, euh, parce qu'il est réfléchi dans la superstructure, peut être modifié aussi dans la superstructure. En tout cas, il peut être réfléchi dans la superstructure, et donc on peut prendre conscience de sa classe sociale dans les formes idéologiques de la vie sociale, à savoir culture, religion, sport. Est-ce que ça va? Yes. Religion, Martin Luther King. Enfin voilà, il y a plein d'exemples, si vous voulez, qui sont extrêmement pertinents. Ça va? Alors, je mets un terme à la vidéo et ce que nous allons faire,